une année sans précédent et c'est l'été de l'espoir. Nos entreprises ont été contraintes de se restructurer et sont prêtes à saisir de nouvelles opportunités. Laissez-vous inspirer tout au long de l'été par des intervenants issus du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et de l'économie. Et cette semaine, nous sommes à la boutique galerie de Sint Maartensletem. Bonjour, bienvenue dans Trends Summer Talk. Pour ce nouveau numéro, nous avons cette fois le plaisir d'accueillir un spécialiste de l'immobilier. Il s'agit du CIO d'Athénor, c'est Stéphane Sonneville. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabienne. Merci beaucoup d'avoir accepté Avec cette plaisir. invitation. Je suis ravie pour ma part de vous accueillir ici à la boutique galerie de Sint Maartensletem. Alors ensemble, nous allons bien sûr parler d'Athénor, qui est un développeur urbain durable et d'envergure internationale. Nous allons aussi revenir sur ces 18 mois de crise sanitaire, voir ce que ça a pu changer en termes d'organisation et de gestion pour votre entreprise, voir aussi l'impact que ça a eu dans le monde de l'immobilier. Et puis surtout, nous allons nous intéresser aux perspectives d'avenir pour Athénor. Alors avant toute chose, et c'est un peu une habitude que j'ai prise, c'est de demander à mes invités, puisque nous sommes dans ce magnifique cadre ici, c'est de leur demander un peu le rapport qu'ils entretiennent avec le monde de l'art. Et ça tombe bien, puisque vous êtes un promoteur éclairé et un amateur d'art et de culture, je crois. En effet, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au cours de ces derniers mois, on a vu à quel point la culture était partout et à quel point elle était essentielle. Alors ça, c'est le plus important, le plus frappant, et je crois qu'il ne faudra pas l'oublier comme première leçon de ces 18 mois, à quel point la culture peut unir aussi tous les gens. Et en étant acteur de la ville, effectivement, on a vu à quel point la culture pouvait alimenter la ville et à quel point la ville pouvait aussi alimenter la culture. Alors, personnellement, effectivement, j'aime beaucoup l'art contemporain et je dois dire que tout ce que je vois ici autour de nous, je le trouve vraiment formidable et enthousiasmant. Et puis, j'aime bien aussi la musique. Et puis, je pense que l'art culinaire participe aussi de la culture et effectivement, je suis très sensible à cette dimension culturelle également. Comme acteur maintenant plus professionnel, effectivement, c'est un point essentiel de pouvoir insuffler de la culture. Je reviens d'un voyage en Grèce et on voit effectivement combien l'immobilier du temps d'alors a pu influencer la culture, combien des courants architecturaux ont marqué et ont fait partie intégrante de la culture. Alors, j'aimerais un instant revenir sur les origines d'Athénor qui remontent à une holding née au Congo sous le nom de Cominière. La promotion immobilière a été introduite dans ces secteurs d'activité au début des années 90 et ce n'est qu'en 2005 que toutes les activités extérieures à l'immobilier ont été cédées. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé de recentrer les activités de l'entreprise sur l'immobilier pour faire d'Athénor vraiment un promoteur immobilier à part entière? Mais effectivement, je suis entré dans ce groupe, on va appeler colonial, comme vous le dites très justement, qui faisait un peu tout et n'importe quoi parfois. Et ces activités immobilières sont nées au départ du siège social qui existait dans le quartier Léopold. Donc c'était plutôt un début d'activité opportuniste et dû à l'évolution du quartier et notamment de la présence de l'Europe à Bruxelles. Alors d'un premier succès, on est tenté de recommencer l'activité et après 3-4 projets, se posait la question, donc début des années 2000, de savoir si on allait continuer les activités immobilières à côté de toutes les autres activités que je vais appeler private equity. Et au début des années 2000, les activités immobilières ont connu un grand succès, et par contre, les activités de private equity ont connu de gros échecs. Alors effectivement, en bonne entente avec le conseil d'administration, j'ai proposé de prendre la direction du groupe
et de recentrer toutes les activités sur l'immobilier. C'est donc un choix sur base de compétences internes dans l'entreprise et de succès ou d'échecs économiques. L'une des particularités d'Athénor, c'est son intérêt, vous l'avez dit, pour les villes, pour les milieux urbains et non la périphérie. L'une des missions, et vous l'avez souvent évoqué, vous l'avez encore déjà évoqué il y a quelques instants, c'est donc de transformer les quartiers, de transformer les immeubles, de redonner vie à ces quartiers et ces immeubles. Que ce soit en matière environnementale, technique, technologique, donc il y a des normes aussi à respecter, et aussi en fonction de nouvelles tendances que vous identifiez avec votre task force. Et ici, je fais référence à votre laboratoire Archilab, dont j'aimerais que vous nous parliez. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide tour d'horizon de l'ADN d'Athénor et nous parler de ses valeurs? Alors absolument, et notre Archilab, comme on l'appelle, qui est un laboratoire d'études des tendances, qui regroupe les 10 ou 15 top exécutifs du groupe, s'axe sur trois valeurs: les valeurs architecturales, les valeurs techniques, technologiques et les valeurs sociétales. Effectivement, le cycle de production d'un promoteur immobilier prend quelques années. Le temps d'acquérir, de développer, de construire, c'est un cycle de 3 à 4 ans. Donc, quand on a l'intuition d'un projet, il n'arrivera sur le marché que 3-4 ans plus tard. Il est dès lors important de bien comprendre où va le monde, où va la ville, où vont les habitants, où vont les besoins. Et dans cet Archilab, nous avons donc les top exécutifs du groupe, mais nous recevons des architectes internationaux, parce que dans l'architecture, il y a vraiment aussi des tendances qu'il faut pouvoir déceler. Tout l'aspect technologique, évidemment, les PropTech sont en pleine révolution, donc nous écoutons soit des startups, soit des gestionnaires de fonds de PropTech qui viennent nous expliquer les différentes évolutions, mais aussi nous recevons des représentants de groupes industriels pour le verre, pour l'énergie, et nous recevons également des étudiants, des professeurs d'université ou certains groupes qui donnent des services pour toutes les évolutions sociétales. On a parlé du coworking, on peut parler du co-living, pour ne citer que quelques tendances. Le téléworking aujourd'hui est effectivement au centre des débats, des réflexions, et c'est là, dans l'Archilab, que chez Athénor, nous avons décidé d'y réfléchir, d'étudier. Alors, ce think tank est aussi un do tank, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un endroit où on discute, où on reçoit, on échange des idées, mais à la fin, il y a des conclusions, et les conclusions, elles sont appliquées dans nos projets. C'est ainsi que nous avons une manière très dynamique, qu'à chaque nouveau projet qui entre dans notre portefeuille, il sera porteur de quelque chose de nouveau, alors que ce soit une technique d'économie d'énergie, que ce soit une tendance de rénovation totale, que ce soit l'organisation d'un rez-de-chaussée, d'un coworking. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire, c'est ce qui donne d'ailleurs le côté enthousiasmant du métier. Alors, vous avez évoqué le télétravail, on va en reparler. J'aimerais juste mentionner le fait que vous êtes à l'international, vous êtes présent dans une dizaine de pays et les promoteurs immobiliers qui sont dans une dizaine de pays ne sont pas légion. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à vous développer à l'international ? Alors, c'est toute une histoire. Alors, effectivement, on est présent dans 10 pays, mais présent activement, ça veut dire qu'on a des équipes dans chaque pays et de fait, je ne connais pas de concurrents qui ont cette dimension internationale à ce point. Tout d'abord, on a toujours un vrai savoir-faire sur Bruxelles. J'aime bien dire qu'on est né professionnellement à Bruxelles. Ça, c'est important. Donc, il y a vraiment, pour moi, il y aura toujours une reconnaissance. Mais on se rend compte que Bruxelles est petite, finalement. Très vite, on se rend compte de cela quand on a une équipe grandissante et compétente. Et puis Bruxelles souffre d'une lenteur administrative vraiment très importante. Et donc, ce qui fait que le capital tourne moins vite, donc qui ampute la rentabilité du groupe. Et donc, on avait des premières expériences, comme d'ailleurs tous les promoteurs belges à Luxembourg, très dynamiques. On en a eu d'autres au niveau de la Hongrie et de la Roumanie dans les années 2008-2009.
Et sur base de ces expériences, on a compris qu'on avait une capacité à développer des activités dans d'autres pays, dans d'autres villes. Nous avons choisi ces villes et ces pays. Alors les pays d'abord pour le potentiel économique qu'ils pouvaient représenter, et les villes pour le fait que notre groupe, notre approche pouvait y contribuer, pouvait apporter quelque chose, que la valeur ajoutée puisse trouver place. Et ainsi, nous avons sélectionné plusieurs villes et on en est aujourd'hui à une dizaine de pays. Alors, ça nous apporte aujourd'hui une diversification qui est source, quand on parle d'une période Covid, cette source de résilience, parce que tous les pays n'ont pas réagi de la même manière. Et quand on parle de relance économique, c'est source d'opportunité, parce que tous les pays ne redémarrent pas de la même manière. Et donc, cette diversification internationale est pour nous vraiment un pas pour lequel nous nous félicitons. D'accord, donc elle vous permet d'étendre le territoire, elle vous permet de diversifier les risques. Vous avez évoqué qu'il y avait parfois des lenteurs administratives, donc aussi peut-être de réduire la durée de l'obtention des permis, réduire la durée des projets, et sans doute également aussi de pouvoir bénéficier d'environnements socio-économiques qui sont favorables. Alors j'aimerais maintenant m'intéresser à la stratégie de votre entreprise, à l'impact de cette crise sanitaire sur le monde de l'immobilier, sur les évolutions futures, même si cette crise sanitaire n'a pas tellement affecté en fait l'intérêt des Belges pour la brique. Cette crise a quand même eu un impact non négligeable sur l'immobilier, surtout sur l'immobilier de bureau, et je pense au télétravail, vous l'aviez déjà évoqué, c'est devenu vraiment la norme aujourd'hui. Il y a aussi des nouveaux outils de communication, autant d'éléments qui sont de nature à redéfinir les exigences des locataires qui vont se mettre à chercher d'autres appartements, ou plutôt pas des appartements mais des bureaux qui seront peut-être plus petits, donc moins de surface, et qui seront mieux adaptés à leurs besoins. Alors, quelles sont les conséquences de ces changements pour Athénor? Oui, alors, ce que je veux dire, et je le dirai chaque fois quand on me posera la question sur le Covid, cette crise a été extrêmement traumatisante, parce que soudaine, parce que inimaginable. Il se fait qu'on vit dans un monde où se passent maintenant des choses inimaginables. Mais on est toujours, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on est toujours dans cette crise. Heureusement, les conséquences sont réduites grâce à la vaccination, mais enfin, au niveau mondial, on est toujours dans cette crise, on parle de 4e vague, et je pense qu'il est toujours très délicat de tirer des conclusions définitives quand on est encore au cœur de la crise. Mais vos questions, il n'en demeure pas moins qu'elles se posent et qu'elles sont tout à fait pertinentes. Alors, comme acteur immobilier, j'ai reçu différentes études toutes les semaines qui venaient de tous les coins de l'Europe pour indiquer l'évolution du télétravail et les réactions. Alors, en avril l'année passée, le télétravail, c'était vraiment formidable. Il y avait un grand soleil, on le découvrait, on était chez soi, finalement, tout allait bien. Et puis, les sondages ont été différents. Aujourd'hui, ou je vais vous dire hier, j'ai encore lu que le télétravail et que, notamment pour les étudiants, avait profondément perturbé l'équilibre psychologique des jeunes. Donc, je veux dire qu'on n'a pas encore fini de tirer les conclusions du télétravail. Le fait est qu'on parle, pour les bureaux en tout cas, du télétravail qui devrait s'installer. Bon, c'était des tendances qui étaient déjà à l'œuvre avant la crise et que nous avions identifiées. Ce qu'on peut imaginer comme conséquence, c'est qu'il y ait moins de bureaux. Ça, on peut s'y attendre. Mais pour le promoteur que nous sommes, ce n'est pas un vrai problème, parce que notre métier est de reprendre des immeubles obsolètes et de les remettre sur le marché. Plutôt un problème pour les gestionnaires de portefeuille, l'obsolescence des immeubles. Pour nous, c'est une opportunité. Alors, moins de bureaux, ok, mais des bureaux différents. Et avant la crise Covid et après la crise Covid, il y a toujours la crise climatique. Et celle-là, elle est vraiment fondamentale. Nous pensons chez Athénor que la crise Covid, on va vivre avec, on va s'adapter. La crise climatique, il ne s'agit pas de vivre avec, il s'agit de changer profondément nos comportements. Et qui dit changer les comportements, dit adapter, en ce qui me concerne en tout cas, le tissu urbain. Donc les immeubles ne seront plus les mêmes, ne seront plus mis au même endroit que par le passé, à la fois pour le logement que pour les bureaux. On sait très bien que maintenant, à côté d'un immeuble de logement, il faudra un parc.
Mais ça fait 12 ans qu'on construit le long des voies d'eau. D'accord. Tous nos projets résidentiels ont été faits le long des voies d'eau. Ce que vous nous dites alors, c'est que ce télétravail, finalement, vous l'aviez anticipé. Assurément. Et donc, les projets qui sont en cours de développement aujourd'hui, vous avez pu les adapter. Vous pouvez répondre à ces besoins qui, finalement, sont de plus en plus précis? Alors oui, il est clair que de trouver un grand occupant qui va prendre 30-40 000 m², ça pouvait exister encore il y a 15 ou 20 ans. C'est moins le cas maintenant, on va vers une multilocation. Dans le cadre de cette multilocation, on rencontre les besoins d'échange des travailleurs qui viennent. Donc l'aménagement des rez-de-chaussée avec toute une kyrielle de services, ça c'est vraiment une tendance importante. Alors, on peut parler de coworking, mais il faut aller plus loin que le coworking. Le rez-de-chaussée est devenu fondamental dans un projet pour un promoteur. Il y a 15 ou 20 ans, c'était vraiment l'endroit qu'il fallait bien construire, le rez-de-chaussée, mais on ne savait pas ce qu'on allait en faire. Aujourd'hui, il est fondamental pour le promoteur, car c'est lui qui va pouvoir attirer des locataires dans les étages supérieurs. Mais il est aussi fondamental pour la ville, parce que la ville, elle a besoin d'activité, elle a besoin de diversité, de mixité, et c'est justement au niveau du passant, au niveau de l'habitant, qu'il faut organiser cette activité. Donc les rez-de-chaussée sont devenus essentiels à la fois pour le promoteur, mais aussi un élément extraordinaire pour la ville, pour dynamiser la ville. Et c'est juste là où Athénor se positionne, la rencontre de notre métier avec l'évolution de la ville. Et ça, c'est vraiment extrêmement passionnant. Un autre point sont les rooftops. Je pourrais vous en parler, mais alors je vais vraiment dépasser le temps imparti. D'accord, enfin bon, on a bien compris que donc tous ces changements, toutes ces évolutions, ce sont des opportunités à l'infini donc pour Athénor, pour, voilà, je veux dire, pour le promoteur immobilier. Assurément, dès lors qu'on reste à l'écoute du monde dans lequel on vit, et c'est ce qu'on fait. Parce que vous anticipez ces évolutions. Oui. Alors, on va encore parler de l'international. J'aimerais un instant qu'on s'intéresse au marché belge. Je rappelle également que vous êtes le vice-président de l'UPSI, c'est l'Union professionnelle du secteur immobilier. Donc, j'aimerais vous poser la question suivante. Dans quelle mesure partagez-vous la vision du monde politique belge pour le développement de Bruxelles et les perspectives socio-économiques chez nous sont-elles suffisamment attractives pour le promoteur immobilier que vous êtes? Alors, franchement, je crois qu'au niveau des objectifs, la profession et le politique s'entendent. Je ne vois pas qui pourrait encore vouloir de longs embouteillages dans des villes enfumées avec des grands bureaux vides. On est d'accord. Là où il y a un vrai souci, et quand je parle de souci, c'est un sujet de débat et de progression. Ce n'est pas une confrontation, c'est plutôt un dialogue actif et que effectivement j'essaie de favoriser au sein de l'UPSI. C'est la méthode d'y aller. Je comprends bien qu'il y a d'un côté des procédures administratives et une administration qui est par définition, sans qu'elle soit critiquée, mais assez lente. Il y a des échéances électorales qui sont par définition relativement courtes. Et puis il y a notre métier qui demande quand même une certaine vision. Donc quand on achète un terrain, on le sait, qui sera développé dans 3 ou 4 ans, ça ne va pas changer les règles en cours, même si il y a des événements qui nécessitent certains ajustements. Et donc, sur les objectifs, je crois qu'il n'y a aucun débat. On voit qu'il y a des réflexions qui sont faites et que l'UPSI est sollicité à plusieurs reprises pour des questions de relance économique, même à très court terme pour des questions de trouver des logements pour les sinistrés des inondations. Donc il y a vraiment un dialogue, il y a vraiment un partage de réflexion. Mais la méthode d'y aller pour atteindre ces objectifs pose vraiment un problème. Nous avons, nous, une approche de professionnels à long terme et assez rationnelle. Et effectivement, on doit pouvoir s'accommoder des ups and downs générés par l'administration et le politique. C'est parfois assez compliqué. D'accord. Mais pas insoluble. D'accord. Et en termes d'attractivité, alors, le quartier européen, par exemple, ça reste un moteur fondamental, ça, pour Bruxelles? Je crois que c'est pour le pays que la présence de l'Europe. C'est clair. Je ne pense pas qu'on trouvera en tête-à-tête un politicien belge qui va dire le contraire. Évidemment que la présence européenne en Belgique est un moteur pour le pays, et ça c'est incontournable. Maintenant, il faut aménager la présence de l'Europe
à Bruxelles, spécialement dans un quartier ou dans plusieurs quartiers. Je sais qu'il y a des discussions régulières entre le gouvernement bruxellois et les responsables de l'Union européenne pour justement trouver la meilleure manière d'insérer l'Europe dans Bruxelles. Ce qui ressort vraiment de l'expérience que j'ai, puisqu'on a fait plusieurs projets dans le quartier européen, c'est que l'Europe n'est pas la bien-aimée. Je travaille aussi à Luxembourg, je vois ce qui se fait à Strasbourg. Voilà Luxembourg et Strasbourg, deux villes qui ont décidé d'accepter, d'intégrer et de favoriser la présence européenne. C'est plus compliqué à Bruxelles, où il y a plutôt des frictions que les politiques locaux doivent gérer. Alors justement, on en vient à l'international, parce que vous nous parliez du Luxembourg, où vous êtes présent. On ne va pas revenir sur toutes les raisons qui ont fait que vous avez choisi de vous développer à l'international. On sait que ça représente pas mal d'avantages. On sait quand même que ça représente un risque d'aller s'implanter sur un marché comme ça à l'étranger. Il y a pas mal de promoteurs immobiliers qui s'y sont essayés, et leurs efforts n'ont pas toujours été couronnés de succès parce qu'ils ne connaissaient pas l'environnement. Comment est-ce que vous appréhendez ces difficultés? Et puis, vous le disiez tout à l'heure, voilà, chaque pays a ses potentiels, ses avantages, ses atouts. Comment est-ce que vous appréhendez tout cela? Mais c'est une vraie question, et je vous remercie vraiment de la poser. De fait, entrer dans un nouveau territoire, c'est un risque. Alors, il faut pouvoir bien connaître ce risque avant de le prendre, et quand on a identifié les risques, savoir comment on va les gérer. Alors, on peut les gérer de différentes manières, soit par un partenariat, on s'allie à un partenaire qui a déjà la connaissance du territoire, soit on fait un projet plus petit, c'est ce que nous avons fait à Düsseldorf. Bon, ben, on prend des risques, mais un projet plus petit, bah, on se dit si ce n'est pas top, ça ne va pas handicaper tout le groupe. Soit on y va avec des acteurs, comme on a fait à Lisbonne, qui connaissaient déjà la ville et qui pouvaient attirer notre attention. Donc là, on a travaillé avec un architecte belge, mais qui connaissait déjà très bien la ville de Lisbonne. Donc on a vraiment différents cas de figure. Un autre cas de figure, c'est qu'on a d'abord acheté un immeuble loué. Donc on a des revenus, et puis pendant le temps qu'on a des revenus, on constitue notre équipe, et après on gère la situation. Donc la première étape est de bien identifier les risques et de savoir comment on va les gérer. Mais la deuxième étape pour nous, et c'est ce qu'on a fait, c'est évidemment d'avoir des équipes locales. Et les équipes locales sont vraiment des gens du pays qui ont une expérience dans le métier. Et donc après, c'est une question de relations humaines, de confiance, de construire la confiance et de faire confiance à nos équipes locales, tout en leur apportant du support. Et c'est comme ça qu'on a effectivement maintenant une croissance, et je suis assez optimiste pour la suite, parce qu'il y a cette dynamique locale que nous avons créée année après année avec des équipes locales très compétentes et qui ramènent les projets pertinents vers Athénor. D'accord. Alors, ce qui nous amène maintenant à parler de la performance financière d'Athénor. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on va bien aborder ce sujet. Comment se porte Athénor après ces 18 mois de crise financière? Je rappelle que votre entreprise est cotée sur Euronext Bruxelles avec une capitalisation boursière d'un peu plus de 400 millions d'euros. Alors, comment ça se passe chez Athénor en ce moment? Eh bien, nous publierons nos résultats début septembre, nos résultats semestriels. Et sans trahir l'information que j'ai déjà communiquée aux résultats trimestriels, on s'avance vers des résultats en forte hausse, et cette hausse sera confirmée pour l'année en cours. Donc l'année 2021 aura été, je pense, je peux déjà le dire maintenant, très positive, portée par les activités résidentielles, porté par des activités internationales, et ce ralentissement de l'activité immobilière qu'on a surtout vu au niveau de la location des bureaux, eh bien on en a souffert fin 2020, ce qui a créé un décalage vers 2021, et donc on en profite en 2021, et je n'anticipe pas de décalage de 2021 vers 2022, donc dès le quatrième trimestre 2021, on va reprendre le rythme normal
production, si je peux parler comme ça, en tant que promoteur. D'accord, donc vous êtes en avance sur vos prévisions. J'aimerais quand même voir un peu plus en détail avec vous, si vous le voulez bien, votre plan à 6 ans. C'est un slide que j'ai trouvé sur votre site et qui repose sur 4 objectifs qui sont très très clairs. Alors cette période de 6 ans s'échelonne de 2017 à 2020. Alors la première, c'est d'augmenter la taille de votre portefeuille de 600 000 à 900 000 m², de réduire la durée moyenne de vos projets de 6 à 4 ans et demi, de doubler les surfaces commercialisées de 100 000 à 200 000 m² et enfin de maintenir, voire augmenter votre marge brute qui est de 400 € le mètre-carré. Alors étant donné cette situation qui quand même pas sans conséquences, donc vous êtes sûr de pouvoir maintenir et atteindre vos objectifs puisque vous avez déjà de belles avances. Tout à fait, c'était des objectifs très ambitieux qu'on s'était donnés en 2017 et effectivement le Covid a ralenti en 2020, mais je peux confirmer qu'en 2021, on va atteindre les objectifs. Alors, tant et si bien qu'on imagine une deuxième phase maintenant du plan de croissance. Alors, pour revenir sur les chiffres que vous donnez, au niveau de la croissance du portefeuille, on a plus que performé, puisque au lieu de 900 000, on est vraiment maintenant à 1,3 million, en dépit des ventes et des acquisitions. Alors, sur la durée moyenne, alors là, effectivement, la durée moyenne, ce ne sera que dans 3 ou 4 ans qu'on verra qu'elle a diminué, puisque par définition, on a un cycle de production assez long. Donc, elle est en train de se réduire. La rentabilité par mètre carré, c'est plutôt un minimum que j'avais donné, et donc on est toujours largement au-dessus du minimum. Et alors, on va effectivement arriver à cette production, donc à cette mise sur le marché de cette superficie qui est à peu près entre 150 et 200 000 m². Et donc, sur base de ce succès annoncé, en dépit du ralentissement de l'année passée, on a imaginé une deuxième phase du plan de croissance qui va partir dans 2021-2022 jusqu'en 2026. Et celle-là, elle n'aura plus pour but d'augmenter le territoire, mais là où nous sommes, de devenir un acteur de référence. Un acteur de référence, ça ne veut pas dire nécessairement être le plus grand ou le plus important, mais ça veut dire être identifié en tant que promoteur compétent mettant sur le marché des immeubles de référence. Des immeubles de référence, c'est effectivement en fonction de leur qualité architecturale, environnementale et évidemment en fonction de leur positionnement. Et ça, on a vraiment l'ambition, on l'est, je pense, pas le seul, mais de référence. C'est accessible à tout le monde, à Luxembourg, en Hongrie assurément, à Bruxelles bien sûr, et de pouvoir envisager de le devenir dans les 6 autres territoires est vraiment un challenge exceptionnel et très enthousiasmant autour duquel toute l'équipe d'Athénor est mobilisée et je pense que ça pourra être fait. Si je reviens sur ces chiffres que je vous ai mentionnés, si on base sur ces objectifs, ça devra avoir pour conséquence donc, de doubler votre marge brute totale de 40 à 80 millions. C'était d'ici 2022, mais vous dites que ce sera déjà cette année. Et donc, vous êtes déjà visiblement en train de préparer un plan pour 2022-2026. Hein, et donc, là aussi, on pourrait espérer voir votre marge brute redoubler et passer de 80 à 160 millions d'euros. Alors, on est dans les prévisions. Je vais simplement vous dire qu'en 2016-2017, quand j'ai proposé cela au Conseil, c'était très ambitieux. Et on m'a dit... OK, vas-y, on verra où on y arrive. Et donc, je pense que maintenant qu'on y arrive, c'était vraiment une source de satisfaction que je partage avec tous mes collaborateurs. Et effectivement, c'est l'enthousiasme qui nous porte à afficher de telles ambitions. Maintenant, on verra, on ne sait pas de quoi le monde est fait demain. Ce qui me paraît assez clair, c'est qu'on ne va sûrement pas régresser. Ça, c'est sûr. D'accord, donc vous êtes confiant à maintenir ce taux de rentabilité. Alors encore une question par rapport à votre dividende. Vous avez une politique de croissance du dividende. C'est en avril dernier, vous avez versé à vos actionnaires un dividende de 2,42 €, je crois, brut par action, ce qui est un rendement de l'ordre de 4%, en confirmant donc cette politique de croissance de dividende, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, de ces prévisions qui sont plus qu'encourageantes. Vous confirmez alors avoir un dividende en hausse encore l'année prochaine? Alors, je vais vous confirmer la politique parce que vous savez que le dividende, c'est une proposition du Conseil à l'Assemblée qui doit l'approuver. Donc, je n'ai pas le pouvoir de décider comme ça du dividende. Mais je peux vous dire que le dividende chez Athénor est vraiment
un contrat de confiance avec l'actionnaire. Et on se place dans le long terme. Et ce dividende, on le veut attractif en termes de placement alternatif. On le veut équilibré parce qu'effectivement, on réinvestit beaucoup chaque année, donc on ne peut pas tout distribuer. Et puis on le veut effectivement régulier et en croissance. Alors je souhaite personnellement qu'Athénor soit en position de pouvoir payer un dividende en croissance au moins de 3 à 5%, et que si quelquefois, comme on a vu l'année passée, en raison d'événements macroéconomiques fortuits, il peut y avoir une baisse, le dividende, lui, continue, parce que c'est justement là ce que je vous disais, le contrat de confiance avec l'actionnaire, c'est-à-dire que si vous êtes actionnaire d'Athénor, vous savez, vous pouvez compter sur votre dividende en 2022, 2023, 2024, 2025 et au-delà. Et ça, c'est vraiment le contrat de confiance que je souhaite que l'actionnaire retienne d'Athénor. Alors avant de nous quitter pour conclure sur une note positive, vous savez, cette émission est dédiée à la reprise économique. On essaie de délivrer des messages positifs pour encourager les entrepreneurs à trouver des solutions et s'en sortir par le haut. Avec le recul, quand on voit la crise qu'on a vécue, l'expérience que vous avez vécue durant cette crise, avec cet arrêt brutal de l'économie et puis cette période de reprise progressive, quels sont les enseignements que vous tirez de toute cette expérience aujourd'hui ? Je vais faire alors un retour en arrière de 30 000 ans pour vous dire que Néandertal était le plus fort, mais c'est Cro-Magnon qui a continué parce qu'ils communiquaient mieux entre eux. Et je crois que dans ces moments de crise, on a vu que la communication, le maintien de la communication était essentiel pour pouvoir traverser les crises. Et puis, mon adage personnel, c'est que le temps apporte plus qu'il ne retire. Et donc, je vois toujours l'avenir positivement. Et je crois qu'en dépit des challenges, mais les challenges sont inhérents à la vie, l'inventivité et la communication entre les individus vont nous permettre de toujours nous adapter et toujours traverser. Donc, je sors de cette crise qui n'est pas la première que j'ai connue au cours de ma carrière, encore plus serein qu'avant, mais concerné, agile, dirait ma compagne, parce que c'est important de rester ouvert sur ce qui se passe, à l'écoute, et de pouvoir humblement apporter sa pierre à l'édifice de la solution. Merci beaucoup en tout cas de clôturer sur ce souffle de réalisme et d'optimisme. Merci aussi pour tous ces enseignements. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà qui referme ce Trends Summer Talk. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.